Donc nous allons poursuivre sur l'expérimentation des nouveaux matériaux avec Isabelle Colson, qui est ingénieure conseil au service des musées de France, bureau de l'innovation et du conseil technique. Je suis désolée pour ma petite présentation durant laquelle je voulais vous parler un petit peu de matériaux et de deux autres sujets, mais vu le temps qui file à toute vitesse, je ne vais pas tout aborder. Et je vais surtout vous parler de la sobriété énergétique pour les réserves. Et un point sur le décret tertiaire, enfin les décrets tertiaires et BAC qui peuvent nous impacter dans la conception de nos projets de réserve et le décret BAC aussi. Alors, très rapidement... Ah oui, il m'a dit que c'était lent. L'idée, c'est surtout de vous sensibiliser à l'impact de ces décrets pour vous informer et ne pas vous étonner plus tard si vos tutelles vous posent un certain nombre de questions sur vos équipements, installations techniques, les surfaces et les périodes d'usage de certains espaces. Alors, j'ai dit que je passais à côté des matériaux, mais si on a le temps, on en reparlera. Alors, l'idée pour mettre en place la sobriété énergétique et essayer d'avoir un résultat optimal en ce qui concerne les réductions énergétiques, c'est qu'il faut toujours partir, et encore, de nos connaissances qui doivent être les plus justes possibles. Cela concerne aussi bien vos bâtiments d'une manière générale, les équipements techniques qui leur sont associés. Alors non seulement d'un point de vue conception et du point de vue des principes constructifs, mais aussi vis-à-vis de leur comportement. Et à travers ces comportements, c'est essayer de déterminer les atouts et les limites des bâtiments et de leurs équipements. Mais ces atouts et les limites, il faut les connaître au moment de la conception pour savoir quelles étaient les performances visées au moment de la conception, mais ensuite d'avoir une idée à l'instant T où on en est. Et ça dépend de l'état physique et du taux d'usure de ces deux grandes entités. Alors, ça passe aussi par des connaissances sur les collections, non seulement avec leurs besoins en conservation, dont les fameuses plages climatiques, mais il n'y a pas que ça. Pour certaines, il y a des enjeux de lumière, de polluants, etc. Et surtout de connaître leur réactivité. Et puis, face au changement climatique, c'est aussi de réfléchir et d'observer peut-être les nouvelles limites que nos collections ne pourront pas dépasser. Et enfin, il y a les utilisateurs que nous sommes tous de ces bâtiments ou de ces installations techniques. C'est d'essayer d'analyser, de voir comment on travaille avec nos méthodes, nos comportements. Alors, si on n'arrive pas ou qu'il n'est plus possible de déterminer l'état physique ou fonctionnel d'un bâtiment ou des équipements techniques, s'il n'est pas possible d'indiquer le niveau d'usure ou le paramétrage de certains équipements techniques, ce qui arrive très concrètement, ou s'il est difficile aussi de faire un point sur la conformité réglementaire, soit au niveau du bâtiment, soit au niveau de ses équipements, il faut absolument se faire aider. Et c'est toutes ces étapes qui sont importantes à mettre en place à partir de diagnostics ou d'audits que vous pouvez faire à l'aide de votre tutelle et des services techniques, soit parce qu'il y a des compétences internes qui sont présentes, soit faire appel à des experts, des bureaux d'études ou des bureaux de contrôle. L'idée de toutes ces informations, on a parlé hier de maîtrise des données, ça en fait partie, c'est d'établir un certain nombre d'états des lieux à un instant T sur la base d'arguments solides, chiffrés et, j'allais dire, justes, aussi les plus justes, les plus vrais possibles. L'idée, pour la sobriété énergétique, puisque c'est quand même ça le sujet, c'est d'identifier tous les leviers pour essayer de baisser les consommations d'énergie. Et ça, il faut le faire en ayant une réflexion globale qui va du court terme au long terme, et que dès les étapes du court terme, dès qu'on commence à réfléchir là-dessus,
il faut essayer de petit à petit de faire la part des choses de ce qu'on pourrait faire à l'étape suivante et commencer à préparer l'étape suivante. C'est extrêmement important. Et ça nous permet de trouver un certain nombre d'actions à faire qu'il va falloir évidemment prioriser et programmer, tant du point de vue technique que budgétaire. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on met en place les actions progressivement, normalement, on devrait voir nos consommations énergétiques baisser. Alors, pour tout ce qui est... alors là, je vais aller très rapidement. C'est pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire à court terme. Alors, en général, je dis bien en général, là je pèse mes mots, mais les actions à court terme peuvent être peu coûteuses, peu complexes techniquement et surtout avoir des effets parfois rapides et importants sur les consommations énergétiques. Alors, du point de vue pour les bâtiments et surtout pour les réserves, ce n'est pas forcément l'étanchéité des huisseries, même si pour la partie bureau, documentation, c'est un enjeu. Là, c'était plutôt pour le côté musée. Mais ce qui est intéressant, qu'il faut retenir, c'est l'entretien régulier de vos bâtiments, de vos installations techniques. Enfin, je vais revenir un petit peu plus loin, avec les revêtements de façade, des chéneaux, les menuiseries, les huisseries, la toiture. Je rappelle quand même qu'un bâtiment qui a des infiltrations, qui est un peu trop humide, eh bien, il est d'autant plus difficile de le chauffer, mais surtout que ça demande beaucoup plus de consommation pour chauffer ce volume humide. Un air sec est plus économique à chauffer. Donc, pour les équipements techniques, ce qu'il faut essayer de vérifier à court terme avec vos équipes et votre tutelle, c'est de vérifier, voire de modifier, si c'est nécessaire, toutes les régulations, les programmations, les consignes été-hiver. Alors, ça va vous paraître bizarre, mais j'ai des exemples où, en plein été, les installations étaient encore sur les consignes hiver. Alors, inutile de vous dire que la déshumidification ne marchait pas vraiment bien. Donc, c'est de vérifier les automates concernant le lot CVC, mais ça veut dire aussi la programmation des systèmes d'éclairage, par exemple. À court terme, il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait ou qui sont en train de le faire. C'est le fameux relamping pour passer aux lampes LED. Après, il y a de vérifier pour le parc de mesure du climat. Alors, c'est même pas que la conservation, là, puisqu'il y a toutes des sondes qui gèrent les installations, qui pilotent, les installations techniques, les sondes de température ou d'humidité, qu'on appelle des sondes de pilotage. Et un de nos gros défauts, c'est que on ne les vérifie pas, l'étalonnage n'est pas forcément vérifié régulièrement, ou les sondes ne sont pas changées quand elles sont plus opérationnelles. On a plein d'exemples sur plein de bâtiments de ces types-là. C'est d'essayer d'évaluer le taux d'usure des installations, notamment CVC, puisque c'est quand même elles qui peuvent consommer beaucoup. Il y a d'améliorer la maintenance régulière, et on a beaucoup de bâtiments où la maintenance se résume à changer les filtres, enfin vraiment à faire que du niveau 1 et 2, et on oublie qu'avec les contrats de maintenance, il faudrait aujourd'hui et demain, ce sera très important d'avoir cette petite compétence en plus demandée avec la conduite, une vraie conduite des installations. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement changer les consignes été-hiver, mais c'est de modifier si besoin les débits, les vitesses, etc., les débits d'air neuf par exemple, le brassage, de modifier pour réduire les consommations, mais tout en respectant les conditions de conservation. Et sur un certain nombre de bâtiments, on a des marges de manœuvre. Ensuite, la dernière chose à court terme, c'est de regarder où on en est, quand il y en a une, évidemment, la gestion technique du bâtiment ou la gestion technique centralisée. C'est de voir si elle a des possibilités d'évolution, et on va voir pourquoi c'est important, et de connaître et de discuter aussi le plan de comptage des énergies sur nos bâtiments. On a un vrai souci avec nos compteurs généraux qui sont tellement généraux qu'ils sont communs aux archives, enfin aux bâtiments d'archives et puis aux réserves à côté, ou alors quand il y a plusieurs organismes qui sont sur le même site. Ça, c'est un vrai souci.
Pour les utilisateurs, il y a un certain nombre de choses, comme ça paraît évident, mais fermer les portes, mais même dans les réserves, ça c'est peut-être pas le plus important, mais il y a des vrais efforts à faire sur l'éclairage, sur comment on utilise notre bureautique. On oublie régulièrement de l'éteindre le soir, où les écrans restent en veille, le PC parfois reste en veille. Donc ça, il y a plein de petites choses qui peuvent être améliorées de ce côté-là. Pour le respect des... Alors j'ai mis les consignes de l'État parce qu'effectivement pour les bâtiments de l'État, on a une circulaire qui nous indique qu'en hiver il ne faut pas dépasser 19 degrés et mettre la climatisation ou le rafraîchissement que s'il y a plus de 26 degrés dans le bâtiment. Alors on peut s'en inspirer pour un certain nombre de nos espaces. Alors, on peut faire la même chose à court et moyen terme. Je vais juste rappeler que si un certain nombre de choses qu'on met en place à court terme, si ça fonctionne bien, il faut continuer de les faire et de les pérenniser. Pour les réserves, si vous voulez les rénover, le plus important, c'est de passer par l'étude et l'isolation thermique du bâtiment et de revoir son étanchéité, si c'est possible. Hein. Mais du coup, là, il faut faire des études et ne pas hésiter à faire des simulations thermiques dynamiques. Et pour les équipements techniques, il y a un certain nombre de sites qui l'ont déjà fait. Ils ont changé les chaudières, changé les productions de chaux, ou passer d'une chaudière au gaz ou au fuel, quand c'est possible, encore une fois, à un raccordement à la CPCU, donc au chauffage urbain, par exemple. C'est de voir et de compléter les compteurs généraux et les sous-compteurs pour faire un maillage de plus en plus fin. Et cela implique aussi de faire remonter toutes ces informations vers la GTB si ce n'est pas déjà fait. Donc ça veut dire parfois de la remplacer. Mais cette GTB, si on la fait évoluer et surtout si on la remplace, ça veut dire aussi, dans certains cas, des travaux lourds sur les réseaux électriques, puisque la plupart des remontées peuvent se faire ou sont faites par voie filaire, et donc du coup, ce n'est pas si évident que ça, et ce n'est pas si anodin que ça en termes de projet. Ces nouvelles GTB, et c'est vers quoi il faut aller, nous permettent de faire un suivi, une analyse des consommations en temps réel, si possible. On va y revenir tout à l'heure. Et ces GTB, évidemment, nous permettent de contrôler, de modifier les paramètres de fonctionnement des différents équipements. Donc la GTB, du coup, elle peut gérer les systèmes SSI, peut gérer l'éclairage, enfin les éclairages, le lot CVC, etc. Donc, on peut faire, alors à long terme pour les bâtiments existants et les futurs bâtiments, et là on l'a vu avec l'exemple tout à l'heure, c'est d'aller vers les nouveaux projets ou les rénovations quand c'est possible, d'aller vers l'architecture qu'on appelle dite bioclimatique, avec une étanchéité à l'air extrêmement importante, également pour l'isolation thermique. Après, ce n'est pas des principes nouveaux, hein, mais qu'on a souvent du mal à faire mettre en place parce que y a en général un petit surcoût sur le projet. Ce n'est pas forcément si évident que ça. Du coup, si on arrive à faire tout ça, effectivement, on a des équipements techniques pour gérer le climat, notamment, qui sont moins nombreux, moins puissants. On l'a vu tout à l'heure, on peut faire appel à des nouvelles technologies, notamment avec une amélioration de la technologie du refroidissement du type adiabatique. Alors, c'est plus pour les bureaux que pour les réserves, à moins qu'on veut gérer la température jusqu'à un certain niveau. Aujourd'hui, on peut utiliser les brasseurs, on en a parlé aussi. Le free cooling, alors peut-être pas trop dans les réserves, parce que ça implique derrière de contrôler vraiment l'hygrométrie, c'est compliqué. La ventilation naturelle, elle en a parlé aussi. Et ce qui apparaît aujourd'hui dans les projets pour le confort thermique des utilisateurs, c'est d'utiliser les diagrammes de Givoni avec les brasseurs et la gestion de la température pour avoir ce ressenti, gagner quelques degrés en termes de ressenti quand il fait très chaud. Donc les BET commencent à travailler et à utiliser un petit peu toutes ces nouvelles
techniques et ces nouvelles approches, on va dire. Si on a une architecture bioclimatique, effectivement, aujourd'hui, on peut encore abaisser l'air neuf, même dans les réserves, et aussi diminuer le brassage. Donc l'idée de la conduite des installations, c'est de voir jusqu'où on peut descendre pour limiter les consommations tout en répondant à la conservation. Voilà. Alors, je vais juste passer parce que ce que je voudrais vous montrer, surtout, c'est avec le diagramme, le décret tertiaire, qui concerne un petit peu tous les bâtiments, parce que c'est au sens de l'INSEE, donc c'est hors production industrielle et agricole. Les musées, les réserves en font partie, tout comme les opéras, tout comme les aérogares, les aéroports, les magasins, tout, enfin voilà, ça concerne vraiment beaucoup de monde. Alors, normalement, pour savoir vérifier qu'on est assujetti, il faut avoir une surface de plancher supérieure ou égale à 1000 mètres carrés sur une même entité foncière, un petit peu quel que soit le statut. Et malheureusement pour les musées, ça concerne aussi les monuments historiques. L'idée, c'est que l'État veut nous obliger à prendre conscience qu'on ne gère pas forcément très bien nos bâtiments d'un point de vue consommation énergétique, nous faire évoluer, mettre en place des stratégies pour diminuer ces consommations. Donc, l'idée, c'est d'entrer une année de référence, et ensuite, à partir de cette année de référence, d'année en année, il faut renseigner cette plateforme officielle qu'on appelle Opéra, sur les consommations totales finales qu'on a consommées sur le site. En contrepartie, le logiciel va faire 2 modes de calcul, en valeur relative ou en valeur absolue. Alors, je vous mets en valeur relative ce que ça donne à partir de l'année de référence. C'est-à-dire qu'on a un premier couperet qui tombe en 2030, donc c'est dans 6 ans, et on est censé faire 40% d'économie d'énergie par rapport à l'année de référence. La décennie suivante, on est, par rapport à l'année de référence, censé faire 50% d'économie, et en 2050, 60%. Vous voyez sur ce graphique que le plus gros de l'effort est la première passe, avec 40%, un tiers, un bon tiers d'économie. Ça, c'est pour les valeurs relatives, donc ça touche pratiquement tous les bâtiments, et normalement, les valeurs absolues concernent les bâtiments qui sont construits les plus récemment avec toutes les dernières innovations et les dernières réglementations thermiques, dont la dernière qui est la réglementation environnementale 2020. Du coup, là, c'est pas par rapport à une année référence, mais il faut atteindre une cible. Alors, le grand changement, par exemple par rapport au DPE du logement, auquel certains ont déjà été confrontés, je suppose, c'est que là, ce décret nous impose une obligation de résultat, que c'est basé sur les consommations réelles de l'établissement, et que cela concerne toutes les consommations énergétiques, et surtout qu'il faut envisager ça à long terme avec une mise en place d'une stratégie, une priorisation des actions pour descendre ces consommations. Alors, pour vous aider, il y a des audits énergétiques. Alors, ce n'est pas forcément l'audit énergétique du DPE, c'est plus compliqué et plus global. Et cela peut aboutir à une rénovation parce que ça touche et les installations techniques et parfois et souvent même le bâtiment. Alors, là, vu notre secteur, alors ils ont revu en tous les secteurs des activités et ils publient au fil du temps les arrêtés. Alors en 3 vagues, nous, le patrimoine, on fait partie de la dernière vague et les arrêtés ne sont pas encore publiés. L'enquête s'est terminée là, le 11 juin. Et avec notre catégorie qui s'appelle musée et centre d'art, on a des sous-catégories qui s'appellent administration et bureau, salle d'exposition ouverte au public. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ouverte au public. Salle d'animation audiovisuelle qu'il faut entendre aussi salle de médiation et pédagogique.
La zone de conservation des collections avec un contrôle climatique complet. Alors on s'est battu pour que ce soit clair, que ce soit température hygrométrique, tout le monde comprenne la même chose. Les zones de conservation sans contrôle hygrométrique. Après les avoir questionnées, il est apparu que les salles d'exposition, c'est aussi bien celles qui sont gérées en température et en hygrométrie que celles qui n'ont pas de contrôle hygrométrique. C'est pour ça que on n'entend pas la même chose d'une sous-catégorie à l'autre, donc c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et il y a une fameuse sous-catégorie qui existe pour tout le monde, c'est par défaut. Et ils vont tout faire pour, quand on remplit Opéra, on ne choisisse pas cette valeur par défaut, parce que pour le coup, les cibles sont beaucoup plus contraignantes à atteindre. Donc il faut moduler tout ça. Opéra va permettre de moduler. Donc je vous ai mis un petit exemple. Déjà en fonction de la localisation de votre bâtiment sur la carte de France, donc il y a les zones géographiques habituelles que tous les architectes connaissent et tous ceux qui ont fait un projet ont déjà vu transparaître dans les offres, mais aussi en fonction de l'altitude. Et au milieu, là, les chiffres que vous voyez, c'est la consommation énergétique à atteindre par an et par mètre carré. Alors, je ne sais plus pour quelle catégorie j'ai pris ça, mais peu importe, c'était pour vous montrer les cibles. Alors, il y a la cible dite CVC pour toute la partie chauffage, ventilation et climatisation. Et puis, on a une autre composante qu'on appelle Use, qui est tout ce qui consomme de l'électricité. Donc c'est l'éclairage, ça peut être les équipements techniques pour le process, etc. Et donc il y a un étalon ici qui est de 14 kW par mètre carré par an. Le use étalon est aussi en relation avec un nombre d'heures d'utilisation dans l'espace de la sous-catégorie des consommations de tout ce qui est accessoire. Donc c'est important de savoir après comment on utilise nos appareils, combien de temps. Alors, ce qui était compliqué aussi en termes de dialogue avec le ministère de la Transition écologique, c'était de leur montrer que tant pour les musées que pour les réserves, on avait une troisième dimension qui était la hauteur, et qui n'était pas du tout pris en compte dans leur cible. Et c'était pour leur dire, eh bien, voilà, si on ramène la même surface à 2,50 m, ça fait tant de mètres cubes, et puis nous, on a X. Et donc, j'ai mis le prorata pour leur montrer que, en gros, que ce soit les réserves ou les musées, avec cette contrainte de gérer en hauteur le climat, ça nous fait entre 25 et 200% en plus de volume à traiter. Donc, ce n'est pas du tout anodin. Et c'était aussi de leur montrer que les zones de conservation ou les zones d'exposition, peu importe, ne représentaient pas 80 ou 90% des surfaces, sauf pour les CCE, évidemment, où on n'a pas d'espace d'expo, mais il y en a qui en ont quand même. Donc c'était pour leur montrer un petit peu tout ça et aussi comment nos espaces se répartissaient en zone ERP, relevant du Code du travail, ERT, ou les zones de stockage strictes. Mais ce que je voulais vous montrer... Ah là là, mince, j'ai vraiment pas le temps. Ça, c'est le décret BAC pour la GTB, en fonction des puissances en jeu sur le site. Et nous, on est très souvent au-dessus de 290, donc on est concerné par cette chose-là, qui va nous permettre de trouver tous les leviers au jour le jour pour diminuer les consommations, modifier les paramétrages et voir le résultat derrière assez rapidement. Donc c'est extrêmement important. Ce que je voulais vous montrer, et ce dont j'ai parlé tout à l'heure, que si on fait ces efforts sur la maintenance réalisée régulièrement, qu'on ajoute une vraie conduite des installations, on arrive déjà à 20 ou 30% d'économie d'énergie. Le comportement des utilisateurs, on y arrive aussi. Les contrats de maintenance, si on les fait évoluer vers des contrats à intéressement ou des contrats de performance énergétique, on gagne encore 10 à 12%. Et là, je vous ai mis un certain nombre de musées, de FRAC, de réserves, de CCE. Alors, les réserves sont plutôt en orange. Si vous voyez les encadrés en rouge, ce sont les bâtiments classés monuments historiques. Et vous voyez un petit peu
les niveaux qu'on peut atteindre, qui peuvent être très différents, mais aussi qu'on peut atteindre des performances énergétiques intéressantes et proches de ce qu'on va nous demander. Et je vous ai mis la bande, c'est à peu près le positionnement des cibles qui vont nous demander. Alors, j'en ai mis parfois avec des consommations en 2023 et 2022 pour vous montrer qu'il y en a qui ont déjà travaillé dessus et qu'ils arrivent à faire des économies substantielles d'énergie. Il y en a qui ont revu les programmations, qui ont revu leur production de chaux, etc. Donc, on arrive à des résultats. Moi, j'avais très peur qu'on soit plutôt vraiment complètement à droite, mais au final, on a plein de bâtiments qui consomment de manière, on va dire, certes un peu plus élevée que pour les cibles absolues, mais on y arrive. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que les plages climatiques, oui, c'est peut-être pas forcément le premier levier à court terme sur lequel il faut travailler. Merci beaucoup Isabelle. C'est une très fournie et pour nos auditeurs, on va mettre à disposition les PowerPoint. Le PowerPoint d'Isabelle étant très technique, je pense qu'on aura tous à cœur de le relire et de voir toutes les informations qu'il contient.